Donc, bonjour à toutes et tous, je m'appelle donc Olivier Rouquette, je suis psychologue du sport et aujourd'hui engagé dans un doctorat en psychologie du sport à Swansea University et à l'université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter donc ce nouveau service CAPSI, donc un nouveau service de psychologie du sport intégré au sein du CAPS. Alors, en quelques mots de la présentation, on va revenir très brièvement sur qu'est-ce que la psychologie du sport, parce qu'il y a pas mal d'incompréhensions ou de fausses croyances qui peuvent être véhiculées. Je vais revenir de manière très pratique sur les types d'interventions possibles, avec 3 exemples au niveau développemental, avec un jeune athlète, un étudiant athlète et un athlète plus professionnel. Et puis, on va revenir aussi rapidement sur qui sont les personnes impliquées dans ce service CAPSI, qui est-ce que cela concerne, combien ça coûte, ou pas. Alors, d'abord, la psychologie du sport, on est donc dans le cadre d'une science ou d'une démarche scientifique. Et parmi les grands principes, on considère que le bien-être va être quelque part la structure ou la rampe de lancement à la performance. Donc il n'est plus question, j'espère aujourd'hui, de considérer que bien-être et performance sont des choses séparées. Alors quand on parle de bien-être, on parle évidemment de bien-être subjectif, d'avoir par exemple des émotions positives. On parle aussi de bien-être eudémonique, donc d'avoir des objectifs de vie, d'être engagé dans l'autonomie, dans des démarches de compétences. On parle aussi de bien-être psychologique, la santé mentale, qui est un des aspects importants, de bien-être social, avoir des liaisons et des connexions signifiantes avec autrui, et aussi de bien-être au niveau de la santé physique, c'est-à-dire être moins blessé, mais aussi peut-être durer plus longtemps dans le sport. Tous ces éléments de bien-être, ils vont être quelque part notre jolie plateforme qui va permettre, à un moment donné, de réaliser une performance qui est, elle, toujours incertaine. Alors, je disais, la psychologie du sport, c'est, on va dire, un dialogue entre, d'une part, de la recherche scientifique, avec des modèles, et d'autre part, une démarche de terrain, en étant présent auprès des athlètes, auprès des coachs, auprès des structures. Et quand on parle de recherche et de modèles, on parle bien évidemment, on parle bien évidemment de simplification de la réalité, parce qu'en psychologie, on a une problématique qui est importante, c'est qu'on n'a pas accès directement, c'est très difficile d'avoir accès, par exemple, aux émotions ou aux facteurs de stress. Alors on voit qu'en physiologie ou au niveau de la nutrition, on commence à avoir de très jolis outils. En psychologie, ça se développe avec la neuropsychologie, par exemple, mais ça reste très compliqué d'avoir accès en direct à la mesure, et donc on établit 2 jolis modèles qui sont des simplifications des réalités, et ces modèles ils vont nous aider à comprendre ce que vivent les athlètes sur le terrain. Donc si on prend quelque chose qui est un modèle assez connu, qui est le modèle de Lazarus et Folkman sur le processus du stress, on a 4 jolies étapes qui sont décrites ici. La première, c'est qu'on a ce qu'on appelle la demande environnementale. On est dans une compétition importante, qui est ici une compétition athlétique. On va avoir un deuxième niveau de compréhension qui est la considération de est-ce que cet événement est considéré comme important par l'athlète ou pas, et est-ce que l'athlète considère que, ici, elle a les ressources d'y faire face. Et puis on a la réponse du stress, la réponse qui peut être sous différents niveaux, le fait de l'activation, les états d'anxiété, la tension musculaire, etc., qui vont ensuite produire des conséquences comportementales. Alors, le classique, cet athlète qui réagit de manière tout à fait robotique sur une compétition, on a l'impression que son champ comportemental est réduit. Alors, grâce à des modèles comme ça, ici on a un modèle qui est, on va dire, assez simple, ça nous permet déjà de comprendre que sur cet athlète en compétition, plutôt que de dire simplement « elle est stressée », on peut agir sur 4 niveaux ici différents d'intervention pour essayer de l'aider à mieux performer et peut-être à être mieux en termes de bien-être sur cette compétition. Alors, je vais prendre maintenant donc 3 exemples concrets pour vous peut-être expliquer en quoi est-ce que le service CAPSI peut être utile au niveau des athlètes. Et on va commencer par un cas classique qui est un athlète de 11 ans, qui est considéré comme un talent par sa fédération et son entourage, qui a toujours très très bien performé dans ses jeunes années. Et malheureusement, ce jeune athlète, il nous arrive avec des demandes qui, vers 11 ans, il commence à manifester des signes d'anxiété et des vomissements avant les compétitions. Il y a une perte de motivation à l'entraînement, et ce jeune athlète a même évoqué auprès de ses parents l'idée d'arrêter la compétition. Alors c'est fort dommage.
Et on pourrait penser, à brûle pour point, bah, on va travailler la motivation, on va travailler la gestion du stress. Bah, si on vient voir un psychologue du sport, on peut se dire, il y a peut-être d'autres choses. Et donc, en termes d'évaluation, on se rend compte que cet athlète a une identité athlétique qui est verrouillée. Alors ça veut dire quoi? Ben, comme il y a uniquement l'athlétisme qui a été mis en valeur pendant ces jeunes années, il ne se considère lui en tant que personne que comme bon à faire de l'athlétisme, et d'autres choses comme sa compétence scolaire, ses compétences sociales, n'ont par exemple pas été mis en avant. On se rend compte aussi qu'il a une orientation des buts qui est uniquement dirigée vers la performance, et plus que ça, c'est une orientation qui est dirigée en évitement. Donc il veut éviter de paraître incompétent, il veut éviter de décevoir ses parents, ses coachs, qui croient tellement en lui et qui ont investi tellement de ressources pour lui permettre d'arriver à un niveau complet. Et puis, malheureusement, cet athlète aussi a une attribution des échecs qui est plutôt stable. Ça veut dire qu'il pense que s'il rate une compétition, il est nul. Et ça, on va voir que ça a des impacts vraiment négatifs sur l'athlète. Alors, dans ce genre de situation, qui est une situation ici complexe et malheureuse sur un jeune athlète, on peut proposer différents travaux. Alors, les premiers sont des travaux de psycho-éducation de l'athlète, c'est-à-dire lui apprendre, par exemple, c'est quelque chose qui se fait au niveau développemental assez logiquement vers 10-11 ans, mais de différencier l'effort et la compétence. On peut effectivement aider à mieux comprendre comment fonctionne le stress, par exemple en expliquant ce modèle que je vous ai expliqué précédemment, et à développer des stratégies de régulation du stress. On peut travailler sur l'attribution causale, c'est-à-dire l'orientation des buts, c'est-à-dire plutôt que de se comparer aux autres et de considérer uniquement la performance par rapport aux autres, peut-être regarder ses temps en compétition et avoir quelque chose qui est plus orienté vers la maîtrise et le développement personnel. Mais peut-être plus important à cet âge-là, en fait, on va surtout travailler avec la deuxième partie, c'est-à-dire les parents et les coachs. Parce que ce sont eux qui ont une influence primordiale. Et par exemple, avec le coach, on peut travailler sur le climat motivationnel, donc le fait de valoriser des apprentissages et une progression interne à l'athlète. Et puis avec les parents, on va leur demander de peut-être élargir par exemple, ce de quoi il parle pendant les repas, d'essayer de valoriser cet athlète pour autre chose que son identité sportive. Donc si cet athlète s'intéresse par ailleurs à la lecture, ou même aux jeux vidéo, ou à des amis qu'il aime bien les visiter de temps en temps, on va, si possible, en dialogue avec les parents, essayer d'élargir un petit peu le développement de l'identité de cet athlète. Donc voilà un premier cas qui est en fait malheureusement encore un grand classique dans le sport. Il y a des athlètes très jeunes, considérés comme talents, et qu'on verrouille complètement. Deuxième cas pratique sur lequel les psychologues du sport peuvent être intéressants, les étudiants athlètes. Et donc ici, on a un étudiant athlète qui est en première année universitaire. Et cet athlète vient nous consulter car il a des difficultés à combiner l'entraînement et les études et des problèmes d'organisation du temps. Alors, en tant que psychologue du sport, en fait, on sait très bien, si on regarde les modèles de Willeman et de Stambulova, que la première année universitaire, et particulièrement le premier semestre de la première année universitaire, on a généralement ce qu'on appelle de multiples transitions, c'est-à-dire que les jeunes athlètes, ils partent de chez papa-maman, donc ils arrivent en côte, ils changent de structure au niveau scolaire, ils passent de l'éducation secondaire à l'éducation universitaire, ils peuvent changer de catégorie, ils peuvent changer de club, donc on a énormément de transitions qui se passent au même moment et que c'est généralement une période critique qui doit être, si possible, anticipée ou prise en compte a posteriori dans les cas un peu plus difficiles. On peut développer, donc on a des transitions multiples, et puis on a cet athlète qui a des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies d'autorégulation, de planning, de monitoring et de gestion des temps de repos qui sont assez peu développés ou assez stéréotypés. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet athlète? Et donc, premièrement, définir des objectifs multiples. Plutôt que définir des objectifs uniquement au niveau sportif, on va aussi définir des objectifs au niveau de la vie académique, aussi des objectifs sociaux, des objectifs de récupération qu'on va mettre en place, et on va aider l'athlète à définir toute une série d'objectifs pour avoir, on va dire, une image un peu plus complète de ce que pourrait être sa vie. Suite aux objectifs, on peut mettre en place une planification adaptative qui prend en compte tous les éléments de sa vie d'étudiant, d'athlète et de vie sociale, et puis développer des compétences d'autorégulation, par exemple monitorer l'état de fatigue au quotidien et
par rapport à ça, aussi planifier des temps de repos et de loisirs. Alors on sait que chez les athlètes de haut niveau, un des grands facteurs de réussite, ça va être de planifier des moments où ils décident de ne rien faire ou de prendre du temps pour eux. Ça peut paraître étonnant, mais voilà. Troisième cas possible, qui est une démarche un peu plus positive. Alors ici on prend l'exemple d'un athlète professionnel, mais ça peut se faire à tous les moments du développement sportif. C'est des gens qui viennent avec une idée de développer des compétences pour mieux performer et sur du plus long terme et de manière plus consistante. Donc on a des athlètes qui pourraient venir nous trouver, on l'espère, simplement pour développer des compétences, améliorer leur consistance et leur performance. Alors, ici, on va développer ce qu'on appelle des compétences psychologiques qu'on va cibler. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, ici, là j'arrive avec quelque chose de très large, mais si je veux rebondir sur ce qui a été fait aujourd'hui, on pourrait avoir, et on l'a régulièrement, des athlètes qui sont engagés dans un plan nutritionnel et qui ont besoin, pour la mise en place de leur plan nutritionnel, de l'accompagnement d'un psychologue du sport, par exemple. Et ces outils, en fait, en psychologie du sport, on va les équiper avec toute une série de compétences qui sont des... Alors ici, j'ai mis quelques grands classiques en psychologie du sport. On parle des auto-instructions, des relaxations ou de l'activation si nécessaire, des imageries mentales. En sport, typiquement dans le niveau très important, ce qu'on appelle les routines. Alors, les routines au niveau de l'alimentation, mais aussi des routines d'avant, de pendant et après compétition. Et puis la gestion d'événements, la communication. Donc, en fait, là, en tant que psychologue du sport, on a la possibilité d'équiper les athlètes avec plein d'outils. Et moi, j'aime bien ce parallèle qui est fait avec peut-être la préparation physique, où en fait, on a des techniques qu'on va entraîner, qui vont devenir des compétences et qui vont s'automatiser au travers du temps. Si on prend par exemple des compétences en coordination, pour le jour J en compétition et au quotidien à l'entraînement, on puisse être plus performant et dans de meilleures conditions. Donc voilà trois exemples un peu stéréotypés d'interventions qui peuvent être réalisées avec les athlètes. Mais le CAPSI, donc ce nouveau service, ce n'est pas que le service aux athlètes. Il y a donc l'idée de la formation des cadres et on intervient au niveau des cours généraux, au niveau de l'ADEPS, mais aussi au niveau des formations spécifiques. Il peut y avoir du support aux fédérations afin d'intégrer les développements du haut niveau au sein des fédérations d'une manière un peu plus cohérente avec les autres services. Et puis le support aux athlètes en préparation psychologique, donc là c'est plutôt une démarche positive, on a des athlètes qui viennent nous trouver pour développer des compétences, ou en intervention psychologique, ce qui est en fait ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est-à-dire qu'on a des problématiques qu'on essaie de résoudre, et puis on repart dans une démarche un peu plus positive. Alors, au niveau du CAPS, on est dans les règles générales du CAPS, donc priorité aux athlètes de haut niveau reconnus, pour lesquels les interventions sont prises en charge, si je ne dis pas de bêtises, alors que les gens de l'ADEPS m'arrêtent si je dis de bêtises. Et on a une prise en charge qui est non prioritaire pour les espoirs sportifs internationaux, et puis sur demande et non prise en charge des espoirs sportifs aspirants. Oui. L'ADEPS va donc intervenir. Si vous voulez bien revenir sur le slide précédent, ce n'est pas forcément non prioritaire les espaces sportifs internationaux, parce que ceux dont on sait qu'ils vont avoir une progression vers un plus haut niveau, ceux-là deviendront prioritaires par rapport, par exemple, à un sportif qui est déjà un sportif de haut niveau, mais qui est en fin de carrière. Donc notre attention ne sera pas forcément aussi catégorique. Je suis très heureux de l'apprendre. Merci beaucoup. Et alors, dernière slide, je ne sais pas si elle sera postée, mais donc voici la nouvelle liste, enfin la liste mise à jour des intervenants reconnus dans la cellule CAPSI. Juste pour votre information, le service est coordonné par Pierre Philippot, donc qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, et puis on est toute une série d'intervenants avec des compétences diverses, parfois des modes de fonctionnement divers. Donc ici, on a simplement repris les intervenants qui sont reconnus aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.